L'Amérique n'a jamais connu la grandeur. Elle a été fondée sur un viol et un meurtre. Rien n'a changé. Nous préparons donc nous-mêmes la réponse aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Les gens se font tirer dessus tous les jours, les enfants se font tirer dessus, les gens s'entretuent, les Noirs s'entretuent. Ce n'est tout simplement pas possible que les gens se contentent de laisser les enfants se faire abattre dans la rue par des forces de l'ordre. Ce pays ne fonctionne pas pour nous. Il n'est pas fait pour nous. Cela ne peut pas se produire en Amérique. Pas de racisme, police! Pas de racisme, police! Reculez de cette zone! Laissez-nous partir maintenant! Arrêtez de nous tuer! Arrêtez de tuer nos frères, mec! C'est ce qui vous arrive, les assassins! Pas de racisme, police! Assassins! Il s'appelait Michael Brown. Tout le monde aurait voulu quelque chose de mieux pour toi. Ça n'aurait pas dû arriver. Beaucoup de gens se battent pour toi. Pour Michael! 3 ans depuis ta mort, mec. Tu nous manques, on t'aime. Tu as été à l'origine d'une révolution pour l'ensemble de ce pays. Pour tout le monde, mec. Le truc avec Mike Brown, c'est qu'il a fallu plusieurs décennies pour que l'Amérique connaisse des insurrections comme ça. Je dirais que nous avons raté notre opportunité après la situation de Ferguson. Oh chiotte, la police! Veuillez vous disperser tout de suite! Nous éduquons les gens, allez! Monsieur, merci de vous battre pour nos droits, monsieur! Merci de vous battre pour nos droits! Pour de vrai, merci! Cet État n'est pas pour nous. Ce pays ne fonctionne pas pour nous. Il n'est pas fait pour nous. On ne peut pas parler à la machine, c'est une machine. On ne peut donc pas avoir de vraies conversations sur la vraie vie, les sentiments, sur ce que les gens traversent dans la vie avec une machine, avec un robot. On ne peut que détruire un robot. Il sera démonté, supprimé, parce que quand ils ont fait la Constitution et toutes ces conneries, ce n'était vraiment pas fait pour moi. Les Blancs ne veulent pas vivre à côté des Noirs. C'est pour ça qu'on voit l'émergence des banlieues, des petites villes, comme Ferguson, Florissant, ces petites villes qui existent. Là, il y a beaucoup de logements, beaucoup de maisons, des gens pauvres qui habitent dos à dos. Je vis dans un lieu qui est probablement l'un des pires endroits de l'État. La police ne vient pas contrôler. Les gens se font tirer dessus tous les jours. Les enfants se font tirer dessus. Les gens s'entretuent, les Noirs s'entretuent. C'est toujours, il avait une arme à feu ou quelque chose sur lui. Toujours lié à la drogue. C'est toujours la même histoire. Les Noirs ont toujours été une cible. Darren Seals, c'était un mec sympa, vous savez. Il était consciencieux, il aimait les Noirs. Il aimait ces gens assez pour se sacrifier. Et il a donc commencé à organiser les gens. Il a lancé son organisation pour essayer réellement de lutter contre certaines de ces choses. Darren Seals méritait d'être connu pour cela. Mais la police ne l'a pas laissé faire.
Boss, we don't call blue shields our bag blood. You ain't half as nice as Ab cuz compared to school. You're minuscule if the fans choose the label. Just put you on a pedestal, bad move. Get top on the phone, let's just sign me. Tell Shady come find me. Money tree. Poverty creates crime. La pauvreté engendre le crime, où que l'on regarde. S'il y a une augmentation de la pauvreté, on constate l'augmentation du crime. C'est simple, c'est tellement simple. Les gens ici sont pauvres. Le salaire minimum est l'un des plus bas du pays. La police nous harcèle constamment. Nous faisons face à l'épidémie de drogue. Ici, on est confronté à un grand nombre de problèmes différents. Les Blancs profitent du gouvernement capitaliste et nous sommes ici, affamés. Les gens nous disent, ce ne sont que des sauvages, des animaux. Ils n'ont pas envie d'améliorer leur situation, mais ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas améliorer la situation. N'est-ce pas dangereux de venir filmer dans ce quartier? Ça dépend si vous croyez en Dieu. Est-ce qu'on craint quelque chose ici? C'est possible. Rien n'est garanti dans la vie. À Saint-Louis, il y a probablement plus de maisons abandonnées que dans toute autre ville d'Amérique de cette importance. Les gens qui ont des enfants, ils déménagent dans le comté, ils déménagent dans les banlieues pour trouver de meilleures écoles, plus de sécurité dans la rue. Hey, what's up, man? Hey, quoi de neuf, mec? Oh, salut! Je te cherchais, tu veux de l'eau? Et comment tu vas? Ça va bien? Ça te permettra de garder la forme. J'aime mon frère, j'aime mon pasteur. Just grab your bag. Ils sont dans le sac, hein. Get you two. Prends-en deux. Deux pour toi. Just get two. 2 sandwichs? Two sandwiches. Oui, 2 sandwichs. Oh, désolé mon frère. Voilà. There you go. C'est mon pasteur, ça. Ouais, c'est vrai. Il est très bon. Je respecte tout ce qu'il dit et j'essaye de vivre d'après ce qu'il dit. Excellent. Excellent. Ses conseils sont toujours utiles. Vous savez, il y a des gens qu'on est vraiment content de revoir. C'est l'un de ses frères que je suis toujours content de revoir. Hey, June. Hey, June. June. June? Pour moi, tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un n'est pas le fruit du hasard. C'est le dessein divin qui est derrière. Il m'est arrivé de baptiser un jeune homme à l'église de Western Grove dans le Missouri. Je l'ai baptisé à 14 ans et je l'ai enterré à 17 ans. J'ai dû célébrer ses obsèques, voir sa mère et sa grand-mère dont j'étais très proche. C'est là que Dieu a commencé à me parler de la violence. Et puis j'ai enterré une jeune femme qui avait reçu une balle dans la tête, en plein jour dans un parc. Ces choses-là n'arrêtaient pas de se produire. Des jeunes gens continuaient de mourir, des jeunes qui étaient dans ma sphère d'influence. Et je crois que c'est là que Dieu m'a dit d'aller dans la rue. Alors j'ai décidé qu'il était logique pour moi d'aller là où la violence se trouvait et d'intervenir, de m'engager de la meilleure façon possible. Ce que nous disons, c'est une personne à la fois, une rue à la fois, un quartier à la fois. Maintenant, les gens commencent à s'entretuer. Après la mort de Mike Brown, bien plus de personnes ont été abattues. Plus de personnes ont été volées. Ça empire petit à petit. S'il vous plaît, baissez la tête, fermez les yeux et ouvrez vos cœurs. Ce n'est pas au nom du mouvement, d'un film ou de l'argent que nous sommes venus ce matin.
Nous venons ici au nom de Mike Mike. Repose en paix. 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 Le blanc, il a été exécuté. Il traînait avec des enfants noirs. Ainsi, aux États-Unis, si vous traînez avec des nègres, ils vous traitent comme un nègre. Ce jour-là, il a été traité comme un noir. Qui vous protégez? Qui vous servez? 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 On doit être ensemble. Si on ne le fait pas, ils ne s'arrêteront pas. Isaiah Hametz, nous voulons que le ministère de la Justice, le procureur de Saint-Louis et le Conseil des homicides de civils mènent une enquête là-dessus. Il y a beaucoup de problèmes liés à ce cas. J'essaie de me battre pour mon fils, mais pas seulement pour mon fils, pour tous ceux qu'ils ont assassinés. Devant le tribunal aujourd'hui, il y a un policier, un ancien policier. Jason Stockley. Oui, Jason Stockley, accusé de meurtre au premier degré. Stockley est sorti et a tiré 4 coups de son pistolet, tuant Smith. Stockley est retourné 2 fois dans la voiture de police pour déposer un fusil inutilisé et fouiller dans le sac. Pendant la poursuite, on a entendu Stockley dire qu'il allait tuer Smith. Je pense qu'il ne sera pas poursuivi en fin de compte. Ils le laisseront partir comme ils laissent partir tout le monde. Ce mec a perdu la vie pour rien. C'est pourquoi on est ici. On a besoin de justice. On est ici pour la justice. C'est la raison pour laquelle nous sommes armés maintenant, pour nous assurer que cela ne se produise plus. Je pense vraiment qu'une révolution, une vraie révolution, pourrait bientôt se produire. Je pense que cela va bientôt arriver, comme l'autre insurrection à Ferguson. Je pense que beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de balles vont voler. Pourtant, pour certaines personnes dans ce pays, cela a toujours été la réalité. La mort et les balles. Si nous nous battons de manière réelle, au-delà des panneaux et des rues, alors oui, cela changera. Regarde ça, mec. Regarde bien. Espèce d'ordure. On n'a plus peur maintenant. On n'a plus peur. Qui vous protégez? Qui vous servez? 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 Je ne vois pas sa voiture. Je ne sais pas. Non, je ne sais plus où il habite. Il se bat contre son addiction. Je l'ai rencontré juste après l'assassinat de son fils, à quelques pâtés de maison d'ici. On vient régulièrement, et avec le temps, on a réussi à se faire confiance et à entretenir une vraie relation. La plupart des gens ici ne sont pas méchants. Ils sont... Ouais, pas du tout. Ils sont dans une mauvaise situation. Pas du tout, du tout. One night, Un soir,
On nous a avertis de ne pas venir ici, de ne pas aller dans cette direction. Ce soir, on était assis juste ici, à nous reposer. Et une voiture noire à 4 portes, une Chevrolet je crois, s'est arrêtée. Les vitres étaient teintées, très sombres. Elle s'est arrêtée devant nous, très lentement. Et j'étais à peu près sûr ce soir-là qu'on allait se faire tirer dessus. Beaucoup de ces tueries se font aujourd'hui alors que les gens passent en voiture. Des fois, on tire sur les gens depuis des voitures. Alors quoi de neuf? Comment ça va? Tout va bien? Ouais, ça va. On fait ça depuis 2 ans maintenant. On vient ici, on prie pour les gens, on leur donne des sandwichs, de l'eau. Merci mon frère, merci. Dieu est avec toi. Ça, c'est un autre endroit très dangereux. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Vous l'entendez, cet hélico? C'est celui de la police. On l'appelle l'oiseau du ghetto. Là, il cherche quelqu'un. Ici, on a ce qu'on appelle la limite de Delmar. La partie nord de Delmar est marquée en rouge et négligée. C'est mal famé parce que c'est négligé. Et au sud de cette limite, on peut trouver tous les services et toutes les possibilités dont jouissent la plupart des Américains blancs. La période la plus effrayante a probablement été le premier mois où on a commencé à fréquenter ce quartier. Un jeune homme est sorti d'un bâtiment avec une arme à feu et il m'a insulté, il m'a traité de toutes sortes de choses, de mouchards. J'ai demandé au groupe de continuer devant moi car l'une des règles c'est que si quelqu'un se fait tirer dessus, ça doit être moi. Plusieurs coups de feu ont retenti mercredi matin dans le quartier 5400 de South Kings Highway. Un suspect a été abattu par des agents du SWAT. Mon père m'a appelé le 7 juin 2017 vers 10h34 pour dire que mon fils était mort, que les flics l'avaient tué. Mon père a dit que mon fils avait couru dans sa chambre et lui avait dit « Grand-père, descends, reste par terre, quelqu'un essaie de faire irruption ». Mon père m'a demandé qui tirait. Et mon fils a répondu, je ne sais pas, grand-père. Je t'aime. Il a fait quelques pas dans la salle à manger. Il implorait, ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas. Ils ont tué mon fils. Ils lui ont tout simplement tiré dessus. Darren était une personnalité formidable. Il était fort, il avait des relations avec nous tous. Il était, vous savez, comme un frère. Et on discutait d'autres choses, pas seulement des protestations et des brutalités policières. Il avait beaucoup de compassion, beaucoup de cœur et une grande envie de rendre les choses meilleures. Vous savez, il défendait son peuple et il nous a réunis, il nous a poussés à former une coalition et à réaliser un plus grand rêve. Selon les résultats de l'autopsie, il a été abattu et il a été brûlé là-bas. Je crois vraiment qu'il y a assez d'organisations et assez de personnes qui avaient suffisamment de motifs pour ce qui est arrivé à Darren Seals.
C'est une liste de cibles. C'est une liste des cibles avec des noms. Et le nom de Darren Seal fait partie de la liste. Le mien est sur la liste des cibles. Les noms de plusieurs autres personnes impliquées dans ce mouvement figurent dans la liste des cibles. Nous recevons tous les jours des menaces du Ku Klux Klan et d'autres groupes de suprématie blanche. Nous recevons des menaces de la police, des forces de l'ordre, des représentants du gouvernement. Et nous avons également à faire la même pression dans notre quartier parce que nous venons de la rue. Nous devons nous protéger. C'est la raison pour laquelle je dois porter ça. Là où est l'Esprit de Dieu, il n'y a qu'une seule Église, véritable, apostolique et universelle, dont la sainte foi nous permet de déclarer « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. » Remercions Dieu pour ces personnes qu'on rencontre quand on marche dans la rue la nuit. Prions Dieu au nom de Jésus. Parfois dans ces rues, j'ai envie de crier et de dire « Arrêtez de vous droguer, arrêtez de vous tirer dessus, arrêtez de boire, vous détruisez vos vies. » C'est ce que j'ai envie de dire. Bénissez les affamés et les blessés, partout bénissez cette nation, au nom de Jésus. Je dis simplement que je me bats pour mon fils. Je veux des réponses et je ne vais pas m'arrêter avant de les obtenir. Je veux trouver la personne qui l'a fait. Je veux savoir pourquoi elles sont venues tuer mon fils, comme ils l'ont fait. Ils sont censés nous protéger, mais ils nous tuent. Ils nous tuent. C'est un fait, nous ne pouvons pas circuler dans une rue sans être harcelés. C'est un fait, nous ne pouvons pas nous nourrir à cause du déficit alimentaire. Les écoles ne reçoivent pas d'argent, de matériel. Ces enfants ne peuvent même pas emporter de livres à la maison pour faire leurs devoirs. Il n'y a pas assez de livres pour qu'ils puissent faire leurs devoirs. Nous ne pouvons pas trouver de travail parce que nous sommes noirs, parce que ce pays est fait pour la répression et la douleur des noirs. C'est ce qui a poussé les gens à dire « Vous savez quoi, nous en avons marre de cette merde. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Allez vous faire foutre avec votre badge, votre police, votre gouvernement. Nous voulons notre liberté et nous la voulons maintenant. Ce n'est pas négociable. »
Qu'est-ce qu'il y a? D'où venez-vous? Vous n'êtes pas la police? Vous êtes de quelle association, les gars? À quoi ressemble ma vie ici? Je n'ai pas confiance en notre gouvernement. Je n'ai pas confiance en mon président. Je n'ai pas confiance en ce système. J'ai affaire à un système cassé qui n'est pas fait pour les gens comme moi. Ma mère était professeure de sociologie. Mon père supervisait le transport à Brooklyn. Vous savez, mon père était alcoolique. Quand il est devenu violent, moi, vous savez, ça m'a fatigué et je lui ai tiré dessus dans les 2 rotules. J'ai fait un autre acte violent, quand un gars a violé ma cousine de 13 ans. Je l'ai tué en pleine journée, à 14h30. J'ai passé 10 ans en prison pour ça. Bonsoir, monsieur. Monsieur. D'accord, monsieur. Bon week-end. Monsieur. Très bien, monsieur. Bonne nuit. Je m'appelle Paul Alexander. J'ai 51 ans et je suis sans abri à New York depuis 2008. Bonne soirée, monsieur. D'accord. Bon week-end. Vous avez de la monnaie? Bonne soirée. Bon week-end, $250 par jour. Les bons jours, je peux en gagner 300. Mais c'est 18 heures de travail à remonter la file. 18 heures. Pendant tout ce temps, je suis debout. Madame? Bonne journée. Merci. De la monnaie? Vous avez de la monnaie? Merci, monsieur. Joyeuses fêtes. Je fume 60 cigarettes par jour. Et du crack. Je suis coincé dans ce système cassé qui s'intéresse au profit plutôt qu'à la nature humaine. Nous étions une famille de 8 enfants et nous étions pauvres. Quand j'allais à l'école, je devais porter 2 paires de pantalons pour que ça tienne la route. J'étais tellement pauvre. Je voulais m'évader de ce trou et avoir une vie meilleure pour moi. Je n'aimais pas la pauvreté, je la détestais. Je me suis fait une promesse. Si jamais il y a un endroit où je peux gagner de l'argent et m'habiller bien, j'irai. Vous êtes à Skid Row, l'endroit où les gens vivent ensemble.
Ils pourraient se mettre à 2-3 pour nous tabasser. Moi y compris, parce que je fais cette interview. Personne ne veut te filmer par vos caméras. Dégage, ordure. Les gens ici n'aiment pas qu'on leur mette une caméra sous le nez, parce qu'ils croient que vous êtes la police, ou bien que vous allez publier leurs photos dans les journaux. Tu vois ça, mec? Si j'avais un fusil... Les gens sont ici pour différentes raisons. Ils ont perdu leur boulot, leur maison. Quelle que soit la raison, ils viennent ici pour être ensemble. Je pense que le problème fondamental auquel nous sommes tous confrontés, quelle que soit la situation, la pauvreté, c'est tout simplement l'absence de communauté, de famille, de soutien. Saint-Louis ressemble à beaucoup de villes américaines, et d'une certaine manière, la ségrégation y règne. Nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent pour se payer un foyer. Des quartiers très très pauvres. Dans tous les endroits où nous allons, il y a beaucoup de sans-abri. À l'époque, c'était un grand camp de sans-abri qui faisait partie de la ville. La ville a tout ravagé. Les tentes de quelques personnes ont pris feu et ces gens sont morts. Hey, comment ça va? Très bien. Allons-y. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autre terme que sans-abri. Je crois que ce n'est pas le seul problème des gens. Médium, ils sont tous taille médium. Peu importe que vous ayez un logement ou pas, il y a des gens gentils et sympas. Que vous ayez un logement ou pas, il y a des imbéciles, il y a des gens qui sont violents, agressifs. Que vous ayez un logement ou pas, les gens agissent toujours de la même manière. Nous avons des stands à New York, n'est-ce pas? Partout. On les appelle des food trucks. Dans ces food trucks, on peut trouver des racines sèches et du riz, de l'agneau avec du riz, du poulet avec du riz, des légumes mélangés, du kebab sur une tige. La nourriture y est très bonne. Qu'est-ce que je mange d'habitude? J'adore la pizza. Il y a des morceaux à 1 $, c'est pas cher. Je ne mange plus de nourriture chinoise. J'en mangeais beaucoup, je n'en mange plus. J'aime l'agneau et le riz, surtout le riz. J'ai besoin de fibres et il y en a dans ces plats. Je vis dans la rue, vous savez. J'ai besoin de ce genre de nourriture. Et des légumes. Parce que les légumes contiennent des vitamines. Je ne peux pas aller dans un centre médical tous les jours pour acheter, par exemple, du Centrum pour les hommes au-dessus de 50 ans. Je n'ai pas les moyens. Ne me filmez pas, vous n'avez pas le droit. Ok. Ne me filme pas, il faut mon autorisation, mec. Un Big Mac, s'il vous plaît. Et un Big Mac? Vous voulez un menu ou simplement un Big Mac? Non, seulement un Big Mac. Si vous prenez ça, ça sera 5 $. Et si vous prenez un menu, ça sera 5,19 $. Donc quasiment le même prix. Le même prix? Oui. Ok, je prends ça. Et je prendrai un thé moyen, sucré. Un quoi? Un thé moyen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, mon frère. Je vais sucrer ça. Je ne peux pas manger comme... Si je passe aux toilettes tout le temps, je ne peux tout simplement pas le faire. Ça ne marche pas comme ça. Si tu ne vas pas aux toilettes, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Quand on vit dans la rue, on doit passer aux toilettes, n'est-ce pas? Et si on ne peut pas utiliser les toilettes,
Oh mon Dieu. On a acheté un vieux fourgon sur Internet et on l'a transformé en ce que vous voyez là, des douches mobiles. Emma et Bidi. Une douche pour Emma et Bidi. À la douche, Bidi. Je te vois. Et toi aussi, Emma. C'est l'heure de la douche. J'étais bénévole auprès d'un groupe qui avait un camion de nourriture. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai commencé à faire du service bénévolement et à m'occuper des questions d'hygiène. Une de mes amies ici à Saint-Louis avait un salon de beauté. Elle m'a offert du shampoing vraiment cher. Il coûtait une $40 la bouteille. Je l'ai donné à un homme et j'ai dit « Voilà du shampoing, ça coûte vraiment cher. » Et il a répondu « Merci, mais je n'ai nulle part où l'utiliser. » Et j'étais tellement gêné, j'avais honte. J'avais tellement voulu donner ce shampoing à quelqu'un que je n'avais pas pensé que cette personne n'avait pas d'endroit pour se laver. Et donc j'ai compris que si nous avions des camions de nourriture, et si on pouvait mettre des cuisines à l'intérieur d'un camion, pourquoi ne pas mettre des douches à l'intérieur d'un camion et tout organiser à l'intérieur? Ravi de vous voir, ravi de vous voir. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Oui, une semaine à peu près. Oui, c'est ça. Entrez. Merci. Quand j'avais 10 ans, j'ai découvert que je savais un peu chanter et que je connaissais les accords. Quelques gars du quartier m'ont appris à faire des arrangements et nous avons formé un groupe, mon frère et moi, et 2 autres gars. C'était notre groupe. Nous avons participé à des concerts de vedettes locales dans des écoles et dans les boîtes de nuit de Memphis. Nous étions les étoiles montantes de la ville de Memphis. Qu'est-ce qu'on chantait? Des chansons des autres chanteurs. Des gars qui avaient déjà enregistré des chansons. Nous étions tellement bons. Nous chantions tout ça. Il fallait venir et travailler dur. Alors on nous a donné la première partie d'un concert. Et nous avons chanté, mec. Nous nous sommes éclatés, mec. Nous étions à l'aise, nous étions tellement sincères. Et moi, j'étais un chanteur de premier plan. Je chantais des chansons que tout le monde connaissait, comme My Girl. Allez, vas-y. Fais ce que tu m'as montré. Oh non, non. Allez, vas-y. Allez, s'il te plaît. D'accord. Vous voulez entendre ça? Ouais. I am a homegrown homeless heroine with bars looking similar to unsober thoughts. I write poems about hard bottoms and black feet. I'm looking for good green and yellow lights. I am afraid of stopping. I am human. Reality eventually takes emotion space and reminds me that tears running will keep me in my place of being humble while I walk. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Vous êtes au centre des petits déjeuners du dimanche. Nous sommes la plus grande et la seule agence à offrir des repas gratuits à Philadelphie. Nous servons 400 repas par jour, quoi qu'il arrive.
Cela comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous prenons également soin d'environ 180 personnes chaque nuit qui cherchent un endroit pour dormir. Chaque lit ici avec un oreiller posé dessus, c'est un lit que quelqu'un a réservé pour cette nuit. Comme vous pouvez le voir, nous sommes presque complets. Le service des petits déjeuners gratuits du dimanche existe depuis 139 ans. À l'époque, il y avait donc pas mal de sans-abri à Philadelphie. Déjà bien avant la Grande Dépression, le nombre de sans-abri à Philadelphie était élevé. Nous ne recevons pas de financement du gouvernement, donc nous sommes complètement indépendants des contraintes qui apparaîtraient si nous étions financés par les fonds de l'État. Nous faisons ça parce que nous ne voulons pas de ces contraintes, mais aussi parce qu'au cas où il y a des grandes restrictions budgétaires, comme il y a eu quelques années, nous ne voulons pas être affectés. Nous avons un groupe de personnes qui nous fournissent des fonds régulièrement. Et ce n'est pas lié à la politique. Quelque chose qui change facilement. Ces dernières années en Amérique, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire adopter notre budget. Notamment, on a interrompu notre activité pendant quelques semaines parce qu'on n'arrivait tout simplement pas à le faire passer. Cela devient un vrai problème pour tous ces gens qui dépendent de cet argent. On est dans la 34e rue. Nous avons un maire qui, au nom de sa femme, a promis des maisons aux malades mentaux et aux sans-abri. Il n'a rien fait. Le gouverneur dispose d'un excédent de 20 milliards de dollars pour des logements abordables. Il n'en dépense que 5. Et la seule chose qu'il construise ici, ce sont de nouveaux hôtels. Je vis dans la rue, je vis la vie d'un sans-abri dans la rue. Mais cela aurait pu être différent si le gouvernement ou bien les citoyens faisaient un pas et exigeaient que les fonctionnaires du gouvernement s'en occupent et dépensent l'argent pour de bonnes causes, pour faire en sorte que les gens ne vivent pas dans la rue. Parce qu'à un moment, il faut aider ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes.
C'est malheureux à dire, mais la plupart des habitants de Philadelphie ne sont qu'à 2 doigts de devenir sans-abri. Si vous n'avez pas de travail pendant 4 semaines, vous pouvez tout d'un coup vous retrouver à la rue, parce que vous vivez littéralement d'un salaire à un autre. Vous avez besoin de votre travail pour continuer à payer le loyer. Et si vous ne le payez pas, vous serez expulsé. À mon avis, le problème des sans-abri à Philadelphie, c'est que beaucoup de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour pas mal de gens, perdre 2 mois de salaire n'est pas une chose très importante. Mais à Philadelphie, à peu près 40% de la population est concernée. Tout le monde peut devenir sans-abri. Beaucoup de personnes le deviennent après un événement catastrophique dans leur vie. Une facture médicale trop élevée, un incendie dans leur maison, un divorce ou quelque chose comme ça. Cela peut potentiellement être à l'origine du problème des sans-abri. Allez, viens frérot, viens. Monsieur, comment allez-vous? Bon week-end, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis né à Brooklyn, à New York. J'ai fait des études supérieures. J'ai 2 diplômes de maîtrise et un baccalauréat. Je n'avais que des 20 sur 20. J'ai passé 17 ans dans un hôpital du comté de Morris. Ancien militaire. Lorsque ma femme est décédée du cancer du sein en 2006, une partie de moi est morte avec elle. Je me suis senti très seul. J'ai commencé à entendre des voix et à commettre des tentatives de suicide. J'ai commencé à boire et à me droguer tous les jours. C'est devenu une très mauvaise habitude et j'avais aussi des troubles mentaux. Je ne suis pas assez malade pour leur programme de santé mentale. Et les programmes anti-drogue ne m'acceptent pas à cause de mon histoire de santé mentale. Je leur semble violent. Je ne suis pas une personne violente, mais je peux devenir extrêmement violent quand il le faut. Je veux retrouver ma vie. Je suis fatigué de vivre dans la rue. Je fais ça depuis très longtemps. Je ne voulais vraiment pas d'aide. J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Mais je suis retourné à Dieu, à l'église, redonner ma vie à Dieu. J'essaie d'être la meilleure personne possible. Ce n'est pas toujours facile. Je suis un humain. Parfois je me trompe, je fais des erreurs. Mais j'ai besoin d'aide. Je sais que je ne peux pas le faire moi-même. J'ai essayé plusieurs fois. Je comprends ce qu'ils traversent et je peux rendre leur vie un peu plus confortable. Devenir la voix des sans-abri, avoir une tribune, parler en leur nom, leur faire comprendre qu'ils sont en vie. C'est de mon devoir, c'est ça. Il ne s'agit plus de moi. C'est tout ce que je peux faire pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre, en ayant vécu tout ça moi-même. There's a place captivates and enthralls me. Just the thought, and I wanna be there. Broadway glitter, real possessed. Hit the village, hear the jazz. Lots of noise with lots of notes. Am I blue? Au contraire. Central Park, when I wanna be quiet. Catch a show, if I wanna be off.
recipes for connoisseurs, memories for raconteurs, 'cause it's all right there, all in my New York, my town, my New York, my town, my New York. Los Angeles, c'est un endroit où j'ai senti que mes rêves pouvaient devenir réalité et que je voudrais y rester. J'avais 27 ans quand je suis arrivé ici. J'habitais à l'intérieur avec ma petite amie. On avait une place pour nous deux. Je payais la moitié du loyer, elle payait l'autre. Nous avons vécu à l'intérieur pendant 3 ans. Je l'ai rencontrée dans la rue. Elle était accro. Je lui ai fait arrêter la drogue et elle a commencé à boire de la bière. Par contre, son foie était déjà endommagé. Elle n'a pas voulu faire de transplantation. Elle est donc morte de cirrhose du foie et de pancréatite. Quand j'écris les chansons, normalement, c'est basé sur mon expérience ou sur quelque chose qui m'est vraiment arrivé. C'est ça le blues. Ça vient de l'intérieur. Le gospel, rhythm and blues, blues, country. Tout ça, ça raconte des histoires. Quant à ces rues ici, on ne sait jamais ce qui va se passer chaque jour de la semaine. C'est comme ça que ça fonctionne, vous savez. Pas seulement ici, mais partout. C'est comme une traînée de poudre dans Los Angeles. Il suffit de regarder de l'autre côté de la rue, à quelques pâtés de maisons d'ici. C'est une autre bande qui ne s'entend pas avec ce côté-là. Ce que nous avons ici sur cet arbre, c'est comment les bandes sont réparties. Il y a 3 différents types d'activités des bandes à Compton. Il y a les Crips, dont la majorité ne s'entend pas entre eux. Il y a les Pyrrhus, et ils commencent à s'entendre maintenant. Et là, il y a les West Side, c'est-à-dire ceux qui sont du côté ouest de Compton. Et là, c'est le parc Trignew. C'est le parc où nous sommes maintenant, et TPCC, c'est le Crips du parc Trignew de Compton. Vous êtes venus au bon endroit. C'est ici que viennent Boom Bam, MC Hehit et mon rappeur Dogman. Aller à Compton, ça a toujours été une affaire pas facile. Pour tout vous dire, il n'y a jamais eu la paix entre le business, les voisins, les quartiers, les écoles et les budgets, et même la police. Et tout ce qui est au sud d'ici, les soldats, ils avaient quelque chose à dire. Et certains ont du talent. Le Dieu leur a donné un talent et les a laissés sortir d'ici. Les policiers bottaient le cul des gangsters comme ils ont botté le cul de Loki. Il fallait parler aux gangsters. Pour moi, le gangsta rap, tu vois ce que je veux dire, c'était un cri pour attirer l'attention, genre regardez ce qui se passe ici. On va mettre la lumière sur ça pour être sûr que vous, les gars, vous savez ce qui se passe. Attendez une seconde. Un petit instant, s'il vous plaît. Steve, je peux pas te parler maintenant. On me filme. Je te parlerai dans 10, 15 minutes. C'est bon? Tu peux attendre? Ok. C'était un appel pour les affaires. Plus de travail, plus de concerts, plus d'excitation. C'est comme ça que je vis.
Harlem, c'est un endroit où on peut écouter du jazz, du blues et du R&B. Dans le Lower East Side, c'est l'énergie du punk que l'on retrouve. On peut vivre toute sa vie en sécurité et mourir dans son lit. Ou on peut faire du bruit. Beaucoup de bruit. Et on peut trouver d'autres personnes qui partagent tout cela. La principale émotion que je ressens dans cette ville, c'est le mouvement perpétuel, la vitesse permanente. Tout bouge en même temps. Parfois ça marche, et puis parfois on se retrouve sur le chemin des autres. On est à peu près 8 millions à vivre dans cette ville. On fait du mieux qu'on peut pour s'entendre. C'est l'excitation et le chaos dans lequel je vis. C'est ce qui stimule ma musique, c'est ce qui me stimule. J'aime le bruit. Ne me demandez pas pourquoi, je suis né ici. J'aime le bruit, que ce soit du jazz, du funk, du rock and roll ou du punk. C'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Je joue là où il y a du boulot. J'aime jouer là où il y a des gens. Des fois on a de la chance, puis des fois on n'en a pas. C'est pas Wall Street, c'est le rock'n'roll. Merci pour les cœurs et les sourires. Merci pour l'adoration que nous exprimons aujourd'hui. Merci, notre Dieu, pour les musiciens. Merci, notre Dieu, pour les visiteurs. Merci, notre Dieu, pour nos amis russes qui sont venus voir l'Église noire. Merci, Dieu. Merci pour ceux qui sont venus prier avec nous aujourd'hui. Cela commence souvent avec le gospel, parce que à l'époque de l'esclavage, les gospels étaient destinés à la communication, pour que les esclaves puissent se dire ce qui allait se passer, comme par exemple s'enfuir vers Jésus. Ils se préparaient, ils se servaient des chansons pendant le chemin de fer clandestin pour communiquer entre eux
et ils chantaient. Ils n'étaient pas autorisés à lire la Bible. Et ils s'échappaient du sud vers le nord. Les gospels, les chorales les chantaient, mais ils contiennent vraiment un message, si vous les écoutez. Quand le pasteur se lève pour prêcher, il n'a rien d'autre à faire que de porter la parole. Anna, comme les Lévites, préparait la musique avec les harpes et les flûtes. Il préparait le terrain pour que le message soit donné. À l'église, la musique gospel, à mon avis, fait la même chose. Quand vous n'avez plus d'espoir, chantez « I need it every hour ». C'est une sorte de prière. Elle vous permet de vous rappeler tout ce qu'il vous a été donné. Surtout en période de tristesse, les gens, ils n'ont pas d'argent. Parfois, vous avez seulement besoin de cette chanson. Ce n'est pas un gospel, c'est simplement un chant. Vous chantez la joie pour le monde. Le Seigneur est venu. Et encore, la joie pour le monde. Le Seigneur est venu. Le gospel prend tout simplement une tournure différente des chants que nous connaissons tous. Il donne aux gens de l'espoir. Je pense que c'est bien. La musique gospel vous donne de l'espoir, elle vous donne la paix et vous procure de la joie. Les jeunes, vous savez, ils n'ont pas le même rythme. Moi, je suis démodée. Ils ont un rythme différent et peuvent composer de nouvelles chansons. Mais le message est toujours le même. From the bottom to the top is the song I sing. One opportunity is all we need. Stay real, get money on everything. I'm the nicest, but the flow mean. Jesus Christ, let me proceed. A black woman, a black Lizzie, black card, a black tea, a black vision, black freedom, black dreams, black everything. A generation from gangster rap. Le gangsta rap, ça devait arriver. Ça devait arriver. C'était inévitable. On l'appelle gangsta rap maintenant, mais ça a commencé en tant que reality rap. Un exemple parfait, c'est les paroles de Eazy-E. Il a dit « Me suis réveillé vers midi, j'ai dit que je devais être à Compton, je dois me saouler avant le début de la journée, avant que ma mère commence à dire des saloperies sur mes potes. » C'est la base. Vous comprenez tout ce que je dis là? Ma réalité est simple. Je viens de Compton, j'y suis né et j'y ai grandi. Enfant sans père, vous savez. Mon père est mort quand j'étais bébé. Ma maman était accro au crack quand même. Nous avons tous nos histoires. Je devais me faire respecter dans les rues pour survivre à Compton. C'était plus la nécessité de faire des morceaux genre Fuck the Police, des trucs comme Bedoram, des chansons comme Dope Man. Ce sont des mots qui font comprendre aux gens d'où nous venons. Et donc quand on les met dans une chanson, c'est par ça que tout le monde va être attiré. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas à quoi ressemble notre vie. Ils ne savent pas à quel point il est difficile tout simplement de survivre. La vraie musique africaine, ça vient de l'âme. Les Afro-Américains ont dû se battre dès le début. Ils ne font pas semblant, ça vient du cœur. Ils ressentent ce qu'ils ressentent, mec. Mon peuple a dû lutter, et vous savez, le blues, ça nous est venu des champs de maïs. Ces gens avaient beaucoup de rancune, de ne pas pouvoir faire ce qu'ils voulaient, et de ne pas être libre.
New York a une tonalité différente du Texas, de Chicago. New York a son propre style. J'essaie de me rendre différent des autres. Je fais toujours du blues, mais c'est différent. J'ai commencé à jouer dans le métro il y a environ 3 ans. 2013, 2014, 2015, 2016. 5 ans à jouer dans le métro. Tous les jours, du lundi au samedi. Je ne peux prendre qu'1 jour de repos. Je joue dans le métro tous les jours. C'est comme ça, mec. Je fais ça pour vivre. Tout passe dans le loyer, le loyer, le loyer. Les gens, ça travaille tous les jours, mec, pour payer les factures. Les factures, les factures, les factures, payer les factures, le loyer, et puis d'autres factures. C'est ce qui nous empêche de demander l'aumône, tu comprends? Ne deviens pas un sans-abri. Surtout pas devenir un sans-abri. Il y a quelque chose dans la pluie à New York qui ne ressemble à aucune autre pluie dans le monde. C'est comme au cinéma. C'est comme une purification, un baptême, une renaissance. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, tranquille. Il y a des gens qui ne vont rien donner, parce qu'ils croient, toi tu chantes et tu fais ce que tu aimes, et ils ne donneront rien. Je m'en fous si tu es bien ou pas. Dans le métro, peu importe si tu es bien ou pas, c'est tout simplement plein de gens de toute façon. On se débrouille, vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne devient pas riche. $1, $1, des dollars, des dollars, des dollars. J'ai besoin d'$1. Et des dollars. J'ai besoin d'$1. $1, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de plus qu'$1. Ce que je vais faire, c'est les échanger contre les vingtaines. Et puis, je paierai mon loyer. Ok, que Dieu vous bénisse. La musique américaine est en grande partie africaine. Quand on nous a amenés ici, on a emporté la musique avec nous. Les chansons du cœur viennent de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. T'entends ça? Ce bruit-là, cette musique, ces cris,
Eh bien, c'est le battement de cœur de notre ville. C'est nous. Pas les politiciens, pas les riches. On est ce battement de cœur. Ce qu'on fait, c'est la vérité. C'est pas une question d'argent. C'est l'appel de la nature, pas celui de l'argent. Vous voulez voir un vrai New-Yorkais? Vous en avez un. Vous voulez un vrai musicien? Vous en avez un. Vous voulez un vrai putain d'être humain? Ben, vous en avez un. Il est temps de commencer à faire du bruit. Est-ce que vous êtes prêts? So of course he messing my ex-bitch like I was on some Lady in a Tramp shit. I wasn't even a nigga claiming her when she was doing trash shit. But you a gossip girl. That's why you gotta catch this pound to the chin for trying to play telephone games. You bitches always get it backwards. You fucking with this African, bam, about to be a serious problem, the KRS One. Nigga, I ain't come to play. He's shaking as the arm point. The bullets I park in Son's brain, kicking in Snake's face. Perfect form. Ralph Macchio doing the crane. Work of art. Nigga, I'll lean you. Tower of Pisa. Nah, Mona Lisa. I draw this bitch in the box. I'm insane. Send it to the Saints. Les gens ici ont beaucoup d'agressivité, parce que le poids du système est toujours dans leur tête. Ils sont arrivés sous l'esclavage. Ils ont été serrés dans une zone. La vie vous déprime avec ses nombreux coups de feu et ses mystères. Les gens aiment le refléter dans leurs œuvres. Et le meilleur auteur gagne. C'est ce qui se passe. Il s'agit de la compétition ici et maintenant pour voir qui crée la meilleure œuvre en matière de musique et de parole. Beaucoup de choses arrivent. Ces gens aiment s'en débarrasser en écrivant. Notre culture, c'est celle des Africains. Vous savez, comme celle des gens d'Afrique, des Afro-Américains, comme vous préférez les appeler, les Blacks, comme vous voulez. Nous avons toujours eu le rythme dans la peau. Et dans le domaine artistique, nous avons été sous la culture anglaise. Nous avons dû élargir leur point de vue, parfois sur la façon dont nous utilisons les mots et comment ils utilisent leurs mots dans ce système dans lequel nous vivons maintenant, le système de notre jeu de mots. His setups lack flavor, bars even less tasteful. Plus, when he shaped his punch, he used two short bars to connect long lines that result in rectangles. Oval, I stretch your circle. Nigga, I got your number in this series, and the nigga got me heated. So by nature, he get curled in a box. That's the Fibonacci sequence. I'm quick to pick a trigger. I'm a city slicker. I could put a nigga down and uplift a nigga. My temper thinner. Don't jump the gun trying to avoid the shots. That ain't gonna make a difference. You get a round to your ankle for jumping. See, now we playing skip it. If this free... Quand tu fais du rap, dans le rap, on parle de comment tu vis ta vie, de ce qu'on voit autour. Ça semble négatif pour quiconque dans n'importe quelle partie du pays dont nous parlons. Le négatif, ce n'est qu'une forme de réalisme. Les Blancs ont inventé le nom ghetto. Nous n'avons pas inventé le nom ghetto, c'est notre style de vie. On est là, on a été amené là. Bon, très bien. Mais maintenant, vous ne pourrez plus vous débarrasser de nous. On ne partira pas. On ne va pas mourir sans rien dire. Vous nous avez amenés ici, vous êtes coincés avec nous. Laisse-moi vivre.
Aux États-Unis, tout le monde veut tout contrôler. Les hommes ne contrôlent rien. Nous allons tous mourir un jour. Nous allons tous mourir. Nous n'avons jamais rien contrôlé. Le seul qui contrôle, c'est Dieu. Dieu contrôle tout. La plupart des gens n'aiment pas la vérité. Nous faisons partie d'une génération qui se sent désorientée lorsqu'il est question de la vérité. Les mots sont puissants. La vérité doit se propager. Donald Trump raconte et écrit sur Twitter tout ce qui lui vient à l'esprit. Et cela nuit à lui-même. Écoutez-moi à présent. Si vous dites ce qui vous vient à l'esprit et ce que vous ressentez, cela ne veut pas dire que vous prêchez la vérité. L'homme est fier de l'endroit d'où il vient. Moi, j'ai toujours été fier de l'endroit d'où je viens. On peut se promener, disons, dans le district de l'université de Pennsylvanie à la 48e rue, et puis il suffit de tourner et on se retrouve en bas de l'échelle, dans un quartier plein de logements sociaux. Nous sommes à Philadelphie Ouest. Vous voyez ces pâtés de maisons ici, ces maisons mitoyennes. Les gens ici habitent les uns sur les autres. Je suis sûr que les gens en Russie ou dans un autre pays, vous ne savez même pas ce que c'est les maisons mitoyennes. Dans n'importe quelle ville. Dans n'importe quelle ville, on a des trucs comme ça. Dans chaque district urbain, il y a ceux qui ont de bonnes intentions. Oui. Il y a aussi ceux qui ont des mauvaises. La pauvreté est écrasante. Dans les ghettos, il y a des gens qui vont plutôt bien du point de vue financier, et ceux qu'on appelle les loups. Ceux-ci représentent un danger pour qui que ce soit. Peu importe si vous êtes un homme qui travaille ou un trafiquant de drogue. En ce moment, il fait froid. On voit beaucoup de gens qui s'habillent en noir. Le bonnet noir que je porte, je pourrais le mettre sur mon visage comme un masque. Je suis musicien, acteur et militant. Je ne cherche donc pas de problème. Mais pour les autres qui passent, je ne sais pas. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Nous sommes maintenant à Baltimore-Est, et c'est le vieux centre commercial. À l'époque, ce centre était très populaire. Beaucoup de blacks comme moi venaient ici, dans leur enfance, pour s'acheter des vêtements. Vous avez des magasins d'alcool, des pharmacies, des salons de beauté. On avait tout. On venait ici et on achetait tout ce qu'il fallait. C'était une communauté grandissante dans les années 70-80. Que s'est-il passé ici?
Comme partout dans les années 70-80, le trafic de drogue était en plein essor. Comme vous voyez, cette zone est devenue l'un des centres de trafic de drogue. Il y avait beaucoup de drogue, c'était triste. Certains des magasins et des bâtiments ont été démolis par la suite. Il y avait également de la violence, les gens se tiraient dessus. La criminalité est dissimulée maintenant, parce que la drogue est différente. Désormais, c'est plutôt des cachets. Les cachets sont très à la mode aujourd'hui, extrêmement à la mode. Les cachets sont très demandés ici. Les vieilles dames ne se sentent pas en sécurité si elles viennent ici faire leurs courses. Une mère ne se sentira pas en sécurité si elle vient pour manger ici avec son enfant. La situation a donc empiré avec le temps. Si on fait 3 km dans cette direction, vers Lancaster Avenue, on arrive dans l'un des quartiers les plus sympas de Pennsylvanie, Bryn Mawr. À propos, Kobe Bryant vient de là. Lower Merion est un très bon quartier d'école. Par là, si on passe 2 pâtés de maison, on se retrouve entre la 52e rue de Lancaster, où un gars a été tué à la station-service il y a quelques jours. Il a été atteint par 16 balles. Alors qu'à Lower Merion, on a des activités extrascolaires, des laboratoires informatiques, des équipes de football, des trucs comme ça. C'est vrai. Ils ont tout, et les enfants qui habitent à Lancaster doivent marcher d'énormes distances pour faire du sport. Et en plus, ça coûte tellement cher. S'il s'agit d'une mère seule, elle peut à peine nourrir ses enfants. Et quand on dit qu'il faut payer 300 $ pour qu'un enfant puisse faire du football, elle n'a qu'à dire « tu ne joueras pas au foot ». Oui, tu parles d'une distance de 3 km. Une distance de 3 km pour les jeunes qui ont 13, 14, 12, voire 9 ans. C'est la même chose que 3 millions de kilomètres. Regardez ces maisons par là. Elles ont l'air abandonnées, et pourtant il y a des gens qui les habitent. C'est vrai. Oui. Regardez par ici, ça a l'air abandonné, mais il y a quelqu'un. La lumière est allumée à l'étage, ça veut dire que quelqu'un y habite. Peut-être que le rez-de-chaussée n'est pas habitable, et donc la personne habite à l'étage. Tous les résidents ne vont pas à 3 km d'ici, certains n'ont même aucune idée de ce à quoi ressemble Lower Merion. Imaginez cet enfant qui passe la nuit dans une chambre où il fait froid et où il n'y a rien à manger. Exact. C'est la réalité, je ne le dis pas seulement pour faire style. Nous sommes toujours à Baltimore-Est. C'est le complexe résidentiel La Trobe. Ici, les gens habitent les uns sur les autres. Tout le monde se connaît. Comme vous pouvez voir, c'est un quartier difficile. Drogue, brutalité policière, niveau élevé de criminalité. Et puis tous les produits que nous consommons. C'est un cauchemar. Nous n'avons pas de bons produits alimentaires à manger. Il y a des épiceries où les familles s'achètent des snacks pour les repas. La pauvreté, une mauvaise instruction, le taux élevé de grossesse chez les adolescentes. Et puis il y a beaucoup de tueries, de meurtres, de fusillades qui ont lieu par ici. Beaucoup de mes amis ont péri dans ce quartier. Les gens ne peuvent pas trouver de travail, c'est pourquoi ils vendent de la drogue. On vous attend, boum boum boum, boum boum boum. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. On ne peut pas contrôler ça. Il faut survivre. Regardez, regardez, c'est la jungle. Quand on est dans la jungle, on doit agir comme un lion parmi les lions, comme une abeille parmi les abeilles. C'est la loi du plus fort. Il faut survivre. La mentalité de ces gens est étroite. Ils habitent les uns sur les autres, ils sont frustrés. Ils ne savent pas comment s'exprimer. C'est ce qui provoque la violence. Le gouvernement a conçu ces projets de logement. Et ça déprime les gens.
Je crois que l'environnement dans lequel on grandit joue un énorme rôle quand il s'agit des futures expériences dans la vie, de ce qu'on devient quand on grandit. Ça arrive souvent à Pittsburgh que des gens meurent dans différents endroits et on apporte des fleurs, des nounours. On crée un mémorial à cet endroit. Espérons que ça leur fera penser qu'il ne faut pas prendre une mauvaise route ou une route trop sombre. Depuis que je suis adulte, 6 de mes amis ont été abattus lors de violences armées à Homewood. L'un d'eux travaillait comme barman dans le quartier et un homme est entré et a décidé de lui tirer dessus à l'intérieur du bar. Une autre jeune femme, Janice Talton, a été assassinée dans un bar situé dans la rue du YMCA, car elle n'a pas voulu donner son numéro de téléphone à un homme qui était là. Encore un de mes amis, Frederick Douglass, a été assassiné à Frankston Avenue. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison exactement. Mais tous ces endroits, c'est à 2 minutes du YMCA, où vont beaucoup de nos enfants. Le basket est un jeu que les enfants apprennent facilement. D'abord parce que tout ce dont on a besoin, c'est d'un ballon. On peut tout oublier en jouant pendant des heures, voire des années, toute la vie, comme Michael Jordan ou Kobe Bryant. Cela devient une motivation et ce qui est le plus important, c'est la possibilité de s'évader. Beaucoup d'enfants admirent les athlètes et les artistes. Ils veulent devenir soit des rappeurs, soit un nouveau LeBron James. Ou bien ils veulent être des gangsters dans ce quartier, vendre de la drogue. Cela les fascine aussi. Les enfants ont donc la possibilité de regarder ceux qui les entourent, et ils ont des options. Soit on vend du crack, soit on travaille son lancer et on saute pour s'échapper. Vous faites quoi? On joue au basket. 5-0. Ah oui, cool. Quel plan pour aujourd'hui? Jouer au basket. Vous avez vu des trucs pas bien? Des tirs. Des gens qui se tirent dessus. Combien d'entre vous ont vu quelqu'un se faire tirer dessus? J'ai vu quelqu'un se faire tirer dessus aussi. Laissez-moi vous dire une chose. Vous les gars, tenez-vous loin des mauvaises personnes. La principale raison du problème, c'est qu'on est divisé. Et l'essentiel derrière cette division, c'est, rappelez-vous que nous sommes les États-Unis et pas les États divisés. C'était le quartier des Noirs ici. Ce qu'ils ont fait, ils ont créé cette autoroute. Ils s'en foutaient. Ils ont mis l'autoroute au centre, en plein milieu de Jackson Ward, l'une des communautés les plus prospères du centre-ville, qu'on appelait en effet Black Wall Street. Cette communauté prospérait et ils l'ont divisée. Quand on passe dans cette partie, on voit tout de suite la différence. Les logements sociaux, le niveau élevé de criminalité, la drogue, tout ça, et l'autoroute en plus. Certaines entreprises détenues par des Noirs sont parties pour d'autres quartiers. Peu à peu, celui-ci est devenu un ghetto. C'est un des quartiers au plus fort taux de criminalité en ce moment. On voit tout de suite la différence. Ces logements sociaux, l'absence d'entreprise, l'aide sociale, la malnutrition, les gens sont coincés. Ils arrivent à peine à joindre les deux bouts et vivent aux frais du gouvernement. Les Blacks vivaient mieux quand ils ne touchaient pas d'aide. On allait mieux parce qu'on était obligé de prendre soin de nous-mêmes. Voilà ce qui se passe quand on commence à aider les gens et les payer. Ces gens sont habitués à toucher l'assistance qui leur permet seulement de vivre dans ce genre de conditions. Qui veut lancer une entreprise dans une zone de criminalité?
pour se faire voler ensuite. Il y a peu d'opportunités ici, dans l'ouest de la Pennsylvanie. Ils ont délocalisé nos industries, mais aussi un grand nombre de nos résidents, ce qui a forcé encore plus d'entreprises à déménager. C'est extrêmement difficile de gérer une entreprise dans un endroit comme Homewood, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En plus, les gens n'ont pas les moyens nécessaires pour acheter des biens supplémentaires. Ici, à Homewood, il y a un endroit qui a réussi à être stable. Il fonctionne au moins depuis une cinquantaine d'années. Monsieur Bundy travaille ici, il prépare des donuts pour des enfants pour qu'ils aient quelque chose à manger avant d'aller à l'école, et ça génération après génération. Même dans les situations où les parents ne pouvaient pas prendre soin de leurs enfants, ils pouvaient aller dans la boulangerie, prendre un donut ou autre chose, et ils auraient de quoi se nourrir pendant la journée. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé un moyen de travailler toujours dans le quartier, malgré tout ce qui se passe. Vous savez, dans chaque quartier, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Je n'ai pas à me plaindre de Homewood. Oui, le quartier a changé. Certaines entreprises sont parties. À ce que je vois, les nouvelles entreprises ne viennent pas maintenant. Les grands réseaux comme KFC, Subway n'ont pas pu travailler ici selon leurs standards. Cela fait 5-6 ans qu'ils sont partis, oui. Tant de temps a passé depuis. Ils ont fermé et c'est tout. Avec les armes à feu et les meurtres qui se produisent ici, c'est une situation difficile. Frankston Avenue est l'une des routes les plus fréquentées de l'ouest de la Pennsylvanie. C'est l'une des routes les plus longues et les plus droites. Les gens qui viennent des banlieues aisées de l'ouest de la Pennsylvanie passent tous les jours par Homewood pour aller au travail. C'est dingue. Si vous regardez les JT, vous entendrez... Vous savez, quelqu'un a été assassiné à Homewood. C'est pas un endroit pour prendre un café en évitant les bouchons. Salut! Salut les mecs! Ici, nous sommes numéro 1 en violence. C'est la capitale des meurtres. Il y a des jours où on en a vraiment marre, dans la ville ou hors de la ville. Tu comprends? Raconte comment ça se passe avec la nourriture dans la communauté. Quand j'ai commencé, j'avais $60. Tu as commencé avec $60? Pas de gaz, pas d'eau chaude. Je devais vendre des produits depuis chez moi pour gagner ma vie. C'était pas risqué? Si, c'était risqué. Il faut avoir la foi quand on travaille. J'étais en colère, et j'ai donc canalisé ma colère dans le domaine de la finance. Concernant la communauté, pensez-y, chacun s'habitue à quelque chose et en quoi se transforme une habitude? En addiction. C'était addictif. Quand on devient accro, ce qu'il faut faire, c'est contrôler son comportement. Dans notre ville, ce que nous avons l'habitude de faire, on sort du Porsche, on se met à vendre de la drogue. C'est notre entourage, c'est l'endroit où nous avons grandi. Il faut s'en sortir, mais on est connu pour ça. Nous sommes au fond, il faut se frayer un chemin. Peu importe si on est vieux, peu importe qui on est, il faut se faire un nom. Notre niveau de criminalité est si élevé. C'est la capitale. C'est comme une zone de guerre. On dit en effet que plus de gens se font tirer dessus à Baltimore qu'en Arabie Saoudite. C'est fou, je vous jure. Les gens vendent leurs propriétés, ils sont fatigués. Plus il y a de crimes qui ont lieu, plus les gens ont peur. En terminale, j'ai appris qu'une femme avec qui je n'avais pas l'intention de me marier allait avoir un enfant de moi. J'ai abandonné l'école, je ne vivais plus avec mes parents, j'étais fauché. J'ai commencé à faire des trucs qu'il ne fallait pas faire, j'ai failli me faire tuer en 2011. À la suite de cette expérience, j'ai pris la décision de continuer avec l'équipe de basket. J'ai commencé à me concentrer davantage sur ma carrière de joueur. Le basket est une compétition avec soi-même. Il faut se surpasser. C'est un jeu où il faut apprendre à partager et à jouer avec ses coéquipiers. Et plus important encore,
c'est qu'on est en compétition avec une autre équipe et avec son entourage. Quand les gens pensent au basket, ils ne le voient pas sous cet angle. Quand on y pense, on voit qu'il s'agit d'une bataille personnelle. C'est une bataille entre vous, votre équipe et d'autres personnes. C'est une bataille entre vous et l'environnement. C'est un jeu d'adresse, un jeu d'agression physique. On est obligé de dribbler, de lancer, de faire beaucoup de choses que les gens ne font pas dans la vie de tous les jours. Cette bataille, cette passion, j'ai pu la garder depuis mon enfance. C'est ce qui m'a permis d'être différent de tout le monde et de trouver une opportunité là où personne ne s'y attendait. Je voudrais travailler pour aider d'autres enfants dans les quartiers défavorisés, surtout à Homewood où j'ai lancé les Pittsburgh Bullets, leur apprendre à canaliser l'énergie et à la garder jusqu'à l'âge adulte, pour qu'ils puissent continuer à faire des choses, à avancer encore plus loin. Une guerre est menée dans les rues. Une vraie guerre. Et nous perdons trop de gens. Chaque jour, on voit sur Instagram qu'un autre enfant a perdu son père, qu'une autre femme ne verra plus son mari, qu'une autre mère qui... J'en ai assez de voir des mères noires enterrer leurs fils. Comment l'expliquer ? Je ne veux pas voir les gens se faire tuer dans les rues où on grandit. Bien sûr, je ne veux pas voir des gens se faire tuer en Russie. Mais je ne veux surtout pas voir les gens se faire tuer à Philadelphie. Notre taux de criminalité est dû à notre consommation de drogue. Des gens se font tuer tous les jours. 95% des crimes, ou au moins 85% des crimes sont liés à la drogue. Vous savez, nous sommes maintenant numéro 1 en termes de meurtres aux États-Unis. Et nous sommes également numéro 1 en termes de dépendance à l'héroïne. Pourquoi ? Parce que nous avons un port qui se trouve ici et que nous sommes sur la côte Est. Beaucoup de choses arrivent au port. Comment les enfants sont impliqués dans le trafic de drogue dans cette ville ? Eh bien, on sort de chez soi et voilà, bingo. Ils sont là. Ils peuvent vous demander, une fois que vous êtes sorti de chez vous, « Excusez-moi, vous savez où je peux trouver de l'herbe ?» Ou « Excuse-moi, vous savez où je peux trouver de l'héroïne ?» Excusez-moi, vous savez où je peux trouver de la cocaïne ? Ou bien des cachets ? Aujourd'hui, la communauté traverse une période de changement. Parce que les prix de l'immobilier à Johns Hopkins sont en train de monter. Beaucoup de résidents ne resteront donc pas ici longtemps. Et alors la bonne bouffe sera apportée. Maintenant, ce n'est qu'une question d'espace. Tout ce que vous voyez, il y a des gens riches qui habitent près des gens pauvres. Donc les pauvres vont partir bientôt. Ils mettent les gens pauvres loin de la ville. Les propriétaires des maisons reçoivent des bons qui vous donnent accès à une autre maison. Vous n'avez rien à payer. Vous ne faites que déménager. Mais le truc, c'est que vous pouvez vous retrouver loin de la ville. Maintenant, la ville connaît cette mode du bien-être. Le problème, c'est que les gens qui sont déjà là ne sont pas impliqués. Ne sont pas actifs dans ce processus. Les résidents actuels ne sont pas inclus dans ces futurs projets. C'est ça le problème. Donald Trump nous a mis dans la merde. Il nous vend un panier plein de produits contaminés. On le constate sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas contents.
Donald Trump est intervenu et il a privé les gens de la liberté de choisir. Vous n'avez pas la liberté de choisir ce que vous mangez maintenant. Vous mangez ce que le gouvernement vous donne. Vous ne pouvez plus utiliser votre carte et acheter à manger au marché. Et économiser. Oui, si vous bénéficiez d'une aide sociale, vous recevez un panier Donald Trump. Ok. Il vous vend un panier rempli de nourriture. La merde du gouvernement. Du gouvernement, oui. On ne peut donc pas... On n'achète plus, tout change. Les riches veulent accéder à la ville. Ce qui entraîne la montée des prix. Beaucoup de choses sont dévoilées maintenant. Beaucoup de gens vont à l'église. Et ils font des offrandes. Je ne dis de mal d'aucune religion. Je dis simplement ce que j'observe. En même temps, quand ces gens sont dans le besoin, ceux sur qui ils comptent spirituellement ne s'empressent pas de les aider financièrement. Il faut garder les doigts ensemble. Serre la main et fais en sorte que le doigt reste sur la détente. Tourne le pistolet dans cette position et ensuite place-le dans la main correctement. Soulève le pistolet et garde-le à la hauteur des yeux. Ok. Voilà, en haut et en haut, pour que les marques soient au même niveau. D'accord. Oublie ce que tu as vu au cinéma, d'accord? Si tu tires comme au cinéma, tu ne toucheras jamais personne.